Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, suite et probablement fin de nos post-mortem. On a mis le temps, mais on y sera arrivé, et on finit en beauté par l'une des équipes qui a longtemps été considérée comme favorite, les Celtics de Boston. Pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve deux snipers prêts à dégainer leurs fusils. Le premier a été plutôt pessimiste concernant l'autre finaliste de conférence, les Lakers. Est-ce qu'on a plus de raisons d'espérer pour les Celtics, Madiane ? Oui, quand même. Disons que la fenêtre, parce qu'on en parlera, n'a pas l'air de se refermer parfaitement. Oui, on est d'accord. Le rappeur Nas disait qu'il ne dormait jamais car le sommeil est le cousin de la mort, et entre la NBA, le scouting de prospects, le Thunder et toutes ces autres activités annexes comme sa vie privée par exemple, j'ai l'impression que Constant, tu suis les préceptes du rappeur du Queens, non ? Ah, là, j'aime beaucoup cette introduction, Amine. Bon, la vie privée, il n'y en a pas. Dans la vie, il faut savoir faire des choix entre sa passion et sa vie privée. Donc, il n'y a pas de vie privée. Mais effectivement, on dort peu, mais bon, on arrive dans des périodes qui sont quand même très riches en Ouais. informations et très riches en actualité. Il n'y a qu'à suivre ce qui se passe en NBA ces derniers jours. Donc voilà, c'est une période qui, même si les derniers confettis viennent d'arrêter de tomber du côté de la Ball Arena à Denver, on a toujours des choses à dire sur la NBA. La planète NBA ne s'arrête pas encore de tourner. Ouais, je sais que tu es passionné par la draft, mais je pense que tu avais vraiment envie de faire ce post-mortem Celtics, donc ça va, on va devoir concentrer sur ce post-mortem. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de Boston, mais avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. On est aussi sur YouTube et vous pourrez retrouver toute l'équipe sur Twitter pour poursuivre le débat ou même suivre la draft avec Constant par exemple. Donc sur Twitter, pour retrouver Madiane, c'est @Madiane_DH. Pour Constant, c'est @consconslubin. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Va falloir le changer, ce truc à un moment. Ça fait trop Et longtemps que c'est comme ça. moi, je ne changerai pas, c'est @Biggie_sauce. Même si c'est un peu bizarre, je le garde à tout jamais et mon t-shirt est là pour le représenter. Donc, les Celtics, finalistes de la saison dernière, pardon. Mais ils ont changé de coach au début de la saison pour des raisons qu'on expliquera peut-être. C'est cette saison tout de même 57 victoires pour seulement 25 défaites. C'est la deuxième attaque et la troisième défense si on prend les stats basketball référence. Ils sont donc deuxième de l'Ouest après une saison régulière de haute volée, mais des playoffs contrastés finalement du début à la fin. Même la petite victoire au premier tour 4-2 contre les Hawks, qui était largement à leur portée, laissait déjà des signes un petit peu de contraste. Ils sont ensuite fait très peur contre les Sixers en l'emportant 4-3 après avoir été menés 3-2. Puis donc, en finale de conf, ce fut désespoir, espoir et redésespoir contre le Heat, puisqu'ils ont remonté de 3-0 à 3-3 avant de perdre le Game 7. Madiane, tu en as dit un petit peu tout à l'heure, comment juger objectivement cette saison des Celtics un peu bizarre. Saison un peu bizarre parce que tu arrives finalement dans le bon rythme. C'est-à-dire que contrairement à l'an dernier où il y avait eu des hauts et des bas dans la saison, là ils avaient un rythme qui du coup nous donnait des bons espoirs toute la saison en se disant bon, ça a l'air de bien se dérouler. Ils ont eu un peu du mal au début, forcément avec le changement de coach, mais ça s'est globalement bien déroulé. Et t'abordes les playoffs un peu en deuxième chapeau des favoris. Et puis très vite, t'as les Bucks qui tombent. Ça a l'air de s'éclaircir un peu partout. Tu vois que finalement la grosse menace à l'Ouest ce sera Denver. Et tu as les zombies du hit, sur ta route et tu fais une demi un peu bizarre déjà face aux Sixers où mine de rien tu passes pas loin de te faire sortir alors qu'en soi tu montres une supériorité sur la série qui pour moi était assez indéniable. Et finalement, tu te retrouves très mal face au Heat avec un 0-3 sorti des enfers. Tu le remontes, mais tu ne peux pas défendre tes chances en Game 7 très rapidement. Très rapidement, tu perds ta toum et Brogdon et t'es sur un pied et c'est fini. Tu ne peux pas gagner ce match. Et ça laisse un goût de frustration et de côté.
C'est ce que je disais dans la conférence dans le chat, c'était ce sera tellement Celtics de remonter à 3-3 et de perdre le Game 7, c'est exactement ce qu'ils ont fait, et t'as l'impression que c'est un peu les mêmes erreurs que dans la bulle l'an dernier, où quand ils sont éliminés à chaque fois, c'est-à-dire t'as pas la sensation que c'est la pire équipe sur le terrain, mais il y a ce petit truc en plus qu'ils n'ont pas, et qui fait que ça ne passe pas, mais ils sont pas loin. Constant, pour toi, la saison est comment? Dur à définir. La saison, il s'est passé beaucoup de choses dans la saison des Celtics. Déjà avec le licenciement d'Ime Udoka pour des raisons tout sauf sportives, avec l'arrivée de Joe Mazzulla qui est, par un concours de circonstances, promu head coach parce que Will Hardy, qui aurait dû être le successeur d'Ime Udoka, part du côté du Jazz. Donc déjà, il se retrouve un petit peu dans une situation où je pense qu'il n'avait pas prévu de se retrouver du côté de Joe Mazzulla. La saison régulière, bah, elle est très bonne. Quand tu es la première équipe au net rating, quand tu as eu des stretches en offensive rating qui étaient parmi les plus élevés de l'histoire NBA, avec notamment un très gros Jason Tatum, voilà, la saison est très performante. Quand tu as affronté des gros favoris, notamment les Bucks, tu leur as systématiquement roulé dessus. Tu avais bien défoncé les Sixers aussi en saison régulière. Tu arrives en playoff, il y a ce premier tour effectivement contre les Hawks où défensivement ils montrent déjà quelques limites ou quelques velléités de ne pas défendre, ou en tout cas d'élonger un petit peu la série, de rendre la série un peu plus longue. Contre les Sixers, bah, ils ont déjà pas mal de chances en fait, les Celtics, de ne pas se faire sortir en 6, parce que je pense que si c'était une équipe qui avait eu un peu plus de mental que ces Sixers, bah, peut-être que la série aurait été pliée au match 6. Et s'en sortent grâce à un gros Game 7 de Jason Tatum notamment. La série face au Heat, elle est très compliquée puisqu'on est dans le paranormal complet. Quand tu mènes 3-0, enfin quand tu es mené 3-0, tu reviens à 3-3 et que finalement le sort décide de te punir après t'avoir récompensé sur le game winner d'Eric White au game 6. Le sort décide de te punir avec la cheville de Tatum au bout de 24 secondes dans le game 7. C'est une saison qui a tellement de circonstances positives ou négatives pour ces Celtics qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est une saison qui ressemble un petit peu aux autres. C'est que tu es dominant, mais au bout, il n'y a pas la récompense ultime. Ouais, c'est une saison vraiment étrange en fait au final où ils se sont franchement ce qu'on a vu en saison régulière, même si les Bucks ressemblaient à une énorme machine, on avait l'impression que les Celtics avaient des réponses un peu à tout normalement dans ces playoffs et auraient pu aller au bout de toutes les manières possibles. Peut-être que là, le seul truc qu'on a un peu vu trop beau, c'est justement Tatum Brown en quelque sorte, l'équipe qui est sur les épaules de ces deux joueurs et peut-être surtout finalement Mazzulla qu'on connaissait peu, dont on a vu une excellente régulière et qui a montré ses limites en playoff. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait poser des questions sur Mazzulla. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser la question de l'avenir avec la situation actuelle des Celtics. Donc, on a un peu répondu à la question, mais oui, de facto, ils sont contenders déjà la saison prochaine, peu importe la situation, on va dire. Ah, ils sont contenders et ils sont pas loin d'être favoris. Je pense qu'il faut voir comment va évoluer la situation du côté de Nether. Il faut voir comment va aussi évoluer la situation du côté de Boston parce que ils ont quand même 13 joueurs sous contrat, mais il y a notamment Grant Williams qui a été lui aussi qui a connu une saison faite de haut et de bas, faite d'utilisation et de non-utilisation. On a eu du mal à comprendre parfois les choix de Joe Mazzulla vis-à-vis de Grant Williams, mais il va arriver dans la restricted free agency. Mais oui, à partir du moment où tu décides de conserver cet axe, Jaylen Brown, Jason Tatum, il y a Derrick White, il y a Marcus Smart, il y a Al Horford, il y a Malcolm Brogdon, donc il y a plein de joueurs de qualité et l'effectif des Celtics restera un des effectifs contenders l'an prochain, sachant en plus que Joe Mazzulla est en train de blinder ses assistants coach puisqu'ils sont allés piquer Charles Lee du côté des Bucks, qui est une vraie bonne pioche. Ils sont allés piquer Sam Cassell aussi, qui était du côté de Philly avec le licenciement de Doc Rivers. Donc voilà, il faut pas négliger ces Celtics l'an prochain parce que l'effectif va être le même. Mais c'est déjà un premier problème que j'ai vis-à-vis de Boston, c'est qu'ils sont contenders depuis 2019, tous les ans. À chaque fois, on dit Boston va faire partie des contenders, et finalement, c'est une équipe qui a fait une finale NBA. Donc, contender, mais ça fait beaucoup d'années qu'on se répète.
Madiane? Euh, ce qui est intéressant, c'est que effectivement déjà, le fait de réarmer le coaching staff est une des choses primordiales parce que c'est finalement sur la qualité intrinsèque de l'effectif, la variété, les joueurs, etc. Enfin, c'est quand même un effectif de qualité profond. Il y a de la jeunesse. C'est pas des superstars sur leur troisième contrat. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses positives finalement à dire sur la qualité de l'effectif. Je trouve que vraiment en termes d'équilibre global, je vois vraiment pas beaucoup d'équipes en NBA qui peuvent les envier. Et ça, enfin, qui ne peuvent ne pas les envier. C'est vraiment d'une qualité supérieure. Après, moi, sur le coaching staff, il y a quand même des choses un peu bizarres dont on peut se rendre compte, notamment une espèce de brisure, même si elle a pas l'air, enfin, même si elle est minimisée dans la presse, qui a l'air quand même de s'être passée après le Game 3 contre Miami, où quand même on a un coach qui arrive en conférence de presse et qui dit des choses qui à mes yeux sont étonnantes sur le fait où il dit je suis pas sûr si j'ai perdu le vestiaire. Enfin, c'est des phrases où oui, il a pas dit qu'il avait perdu le vestiaire ce soir-là, mais ne serait-ce que dire, pour répondre à la question, je ne suis pas sûr, c'est moi, de mon point de vue extérieur, c'est quelque chose qui montre aussi qu'il a quand même un peu du mal à garder la patte sur le groupe. Et c'est des choses qui m'inquiètent. S'il y a un point d'inquiétude que j'ai à avoir sur cette équipe, elle est vraiment dirigée vers le coaching staff parce que je n'ai pas été impressionné outre mesure. J'ai pas senti la valeur ajoutée du coach, voire pire, j'ai senti parfois même de la moins-value parce que tu n'es pas censé, dans tes 2 premiers tours, j'écarte la série face au Heat qui est un peu paranormal, mais dans tes 2 premiers tours, en fait, ça doit être vite réglé contre le Heat, contre les Hawks. Ça doit être vite réglé contre les Sixers. T'es pas censé passer proche de l'élimination quand tu affiches une telle supériorité. Il y a des moments où l'équipe semblait perdue sur le terrain et lui ne venait pas un peu rallier les troupes, etc. Et c'est des choses qui n'arrivent pas à des coachs élites en NBA et c'est des choses qui lui sont arrivées. C'est sa première saison, ok, mais c'est une première saison d'une équipe qui est censée être contender et c'est quand même très dommage. Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est un sujet, le sujet de Mazzula, c'est un sujet qui est important sur lequel il faut réfléchir. En fait, je me rappelle que pendant la série contre le Heat, dans les pires moments, beaucoup le voyaient déjà viré. C'était presque sûr et certain. Et Brad Stevens lui a maintenu sa confiance. Il est sorti un peu plus la tête haute de la série finalement. Et on peut aussi arguer l'argument justement de la première saison. Moi personnellement, déjà à ce moment-là, je voyais pas trop Brad Stevens prendre des décisions démesurées, alors que on est sur 2 bonnes saisons de manière générale de Boston. Maintenant, ce que t'as dit Madiane, ce que t'as dit Constant également, on l'a tous vu. Il a eu beaucoup de difficultés face à la zone de Miami. On dirait que c'était un problème insoluble à un moment pour lui. Il a depuis le début des playoffs mis beaucoup de temps avant de jouer plus avec sa meilleure line-up de l'année dernière avec Horford et Robert Williams en même temps sur le terrain. Grant Williams, les 2 premiers tours aux abonnés absents, on l'a très peu vu, on ne sait pas si c'est histoire que de contrat. Moi, j'ai beaucoup de questions sur Mazzulla, mais effectivement, je pense que Brad Stevens, plutôt que de le dégager rapidement, comme tu l'as dit Constant, l'idée c'est de lui ajouter des adjoints, de garnir son staff et d'essayer de repartir en ayant peut-être plus de flexibilité, une année d'expérience qui lui permettra d'être meilleur l'année prochaine. Bah, de toute façon, il y avait que 2 possibilités. C'était soit ça, c'était soit le blindé d'assistants, soit le renvoyer, hein. Il y avait pas de situation de run it back avec les assistants. Mais c'est la première intersaison où Joe Mazzulla va pouvoir faire son coaching staff, qui est déjà une bonne chose. Après, il y a un point, il faut quand même, puisqu'on a parlé de la série contre les Sixers, de la série contre le Heat, les Celtics, ils sont quand même passés à 2 reprises, pas très loin d'avoir un post-mortem beaucoup plus salé Oui, que ce qu'il a actuellement. Parce que si ça sort contre Philly, je pense que là, le post-mortem est très très salé. Je pense que Jason Tatum, on se pose pas les mêmes questions sur Jason Tatum. Et on se pose pas les mêmes questions sur Jalen Brown non plus. Et s'ils se font sweeper par le hit, ça soulève beaucoup plus de questions. Et là, peut-être que l'avenir de Joe Mazzulla aurait été plus incertain. Après, pour revenir sur Mazzulla en lui-même, oui, il a galéré face à la zone du hit, mais il faut voir le manque d'efficacité à 3 points de Boston, quoi. Et oui. que bah, si Mazzulla avait eu l'efficacité de Denver pour attaquer la zone à 3 points,
on aurait eu une équipe qui peut-être de Boston qui serait passée. Et même sans ça, même sans cette incapacité à défendre, à réussir à attaquer une zone, Celtics était tellement meilleur que la cheville de Tatum au Game 7, c'est un vrai what if, parce que je pense que potentiellement Boston aurait été capable de remporter cette série. Mais du côté de Mazzulla, oui, entraîneur jeune, qui était encore une fois qui n'était pas prévu pour être là. Normalement, ça aurait dû être Will Hardy, le coach, le head coach, s'il n'était pas parti du côté du Jazz. Donc, il faut lui laisser du temps. C'est difficile de lui laisser du temps dans une équipe comme Boston, qui est une équipe qui vise le titre, mais la première saison peut servir de catalyseur pour la deuxième saison et pour essayer de faire mieux. Et de toute façon, en playoff, il ne peut que faire mieux dans son utilisation de certains joueurs, dans la manière de motiver les hommes aussi à défendre, parce que c'est pas que de sa faute non plus si Boston ne défendait pas la série contre Atlanta. Je pense qu'il y avait un problème de motivation des joueurs en eux-mêmes. Mais voilà, ça va être une deuxième saison où il va avoir des vrais assistants expérimentés et ça ne peut que l'aider. Oui, tu as parlé, on peut pas y échapper, on va commencer à parler des 2G, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un bilan un petit peu de ces playoffs pour Tatum et pour Jaylen Brown. Je pense que dans l'équipe, Jason Tatum, c'est un cas qui comment dire, chacun a un avis un peu différent. Moi, par exemple, je suis assez haut sur lui, même si je comprends les réserves par rapport à son niveau. On se dit souvent que, et on l'a dit encore plus récemment après la finale, que pour gagner un titre, il faut avoir un top 5 du DH20 finalement. Est-ce que Tatum peut devenir ce top 5 du DH20, Madiane? Oui, moi j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'il en est capable, notamment parce que c'est un comportement de joueur top DH20 que de prendre le Game 7 et d'aller plier le Game 7 contre les Sixers. Parce que typiquement, en face, on a d'autres cas où, quand c'est un Game 7, ça se cache. Donc, moi, ne serait-ce qu'avoir cette caractéristique-là, ça cimente le fait que Tatum est capable. On lui reproche beaucoup ses finales l'an dernier, pareil, mais avant, quand c'était chaud pour les Celtics, il reprenait la barre. Donc oui, Tatum a ça en lui. Oui, pour moi, de toute façon, il faut miser sur Tatum parce que quoi qu'il arrive, va falloir quand même s'accrocher pour me citer des joueurs que tu pourrais obtenir et qui seraient meilleurs que lui. Moi, de toute façon, je vois pas. Pour moi, c'est lunaire dans ce cas-là. Et ça a déjà été prouvé que c'était capable d'aller loin et d'aller jusqu'en finale. Donc voilà, il coche les cases, Jason Tatum. La case qui coche pas finalement, c'est une case un peu bizarre que l'effectif ne coche pas, c'est celle du MVP. On a souvent dit qu'il fallait un MVP. Effectivement, ça me paraît quelque chose de difficile. J'ai du mal à envisager un Jason Tatum MVP d'une saison parce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de circonstances de joueurs qui ne soient pas au niveau attendu. Donc je pense à Giannis, Jokic, Embiid qui est toujours très fort en saison régulière. Donc voilà. Moi, pour moi, Jason Tatum coche les cases et je ne vois pas dans la saison et dans le run de playoff de ces Celtics des éléments qui me font penser que Jason Tatum ne peut pas permettre à une équipe de gagner un titre. Constant, je vais te poser la question, je vais citer un peu Tom dans les discussions. Est-ce que Tatum va pas être le meilleur allié de la ligue dans pas si longtemps que ça finalement? On a un LeBron qui est en déclin, on a un KD qui est plus tout jeune et de plus en plus blessé, on a Kawhi et Paul George, je vais pas parler des blessures. Il y a Butler, mais la question se pose toujours entre les deux finalement. Butler a moins l'arme du pull-up tout de même et peut-être un peu plus la grinta en quelque sorte, mais ça se discute entre les deux. Mais il sera peut-être le meilleur ailier de la ligue dans très peu de temps, mais il doit être plus important pour les Celtics que Butler pour Miami, pour franchir ce step justement. Est-ce que c'est pas déjà le meilleur ailier de la ligue? Ça, Je c'est une suis question. d'accord, on peut se poser la question. En tout Si cas. on ajoute le côté défensif, la question Ouais. peut se poser. Après, moi, Jason Tatum, je suis pas un grand admirateur de Jason Tatum. Ça, je l'ai jamais caché. Ces playoffs, en fait, la problématique, c'est de ne pas juger le joueur sur un match ou sur 2 matchs. Parce que si tu prends le Jason Tatum du Game 6 contre Philly et que les Celtics se font sortir, c'est une catastrophe absolue. Ouais. On tient pas du tout le même discours sur Jason Tatum.
il y a le Game 7, et en fait, en l'espace de 48 heures, il est passé de 0 à héros, où d'un coup, tu avais l'impression qu'avec ses 51 points sur le Game 7, ça y est, c'était redevenu un joueur qui pouvait te porter jusqu'au titre. Pour moi, déjà, la notion de MVP, cette année, il a terminé 4e avec une grosse saison individuelle quand même. Il pourrait être MVP si vraiment il est à 32-33 points de moyenne et que Boston ait le meilleur bilan de la NBA, mais genre un bilan très très large. Problématique, c'est que pour cette question du MVP, il y a des extraterrestres comme Luka Doncic, il y a des extraterrestres comme Nikola Jokic, donc c'est difficile quand tu as un joueur moins extraterrestre comme Jason Tatum d'aller chercher ce MVP. Après, est-ce que c'est un joueur qui peut t'emmener au titre? Oui, dans la configuration NBA actuelle, je pense que c'est un joueur qui peut t'emmener au titre, mais il te faut une équipe vraiment très très solide derrière lui. De toute façon, on n'est plus dans cette époque des joueurs comme LeBron qui, voilà, de par leur qualité, peut t'emmener en finale à peu près tout seul avec un effectif médiocre. Il faut des joueurs qui ont un bon collectif derrière. Tatum, le point que je lui accorde pleinement, c'est que quand il y a des gros matchs importants, il répond toujours présent. L'an dernier, face aux Bucks, face aux Heat, l'an dernier aussi. Cette année face aux Sixers, cette année face aux Heat, pas trop. Mais il y a la blessure au Game 7, mais même avant, son Game 5 et son Game 6, c'est pas terrible en termes d'adresse. Et oui, c'est un joueur de toute façon, comme l'a dit Madiane, des joueurs potentiellement que tu peux récupérer en trade qui sont meilleurs que Jason Tatum, il y en a pas. Donc tu vas être obligé de rester avec ce projet. Et puis ça reste un joueur relativement jeune, même si c'est un joueur qui a plus de 100 matchs en playoff, donc c'est difficile de juger, enfin de voir les capacités de progression de Tatum parce qu'il y a une telle expérience que c'est difficile de voir, de plus juger l'âge que réellement l'expérience en playoff. Il faut voir. Moi, j'ai quand même mes doutes sur Jason Tatum. Je trouve que parfois, il est un peu trop dans le scoring et pas assez dans le playmaking, même s'il a fait des progrès. Il doit encore être meilleur que ça parce que du côté de Boston, il n'y a pas vraiment de playmaker d'élite en dehors de lui, même si Marcus Smart est un bon playmaker, mais c'est souvent un problème qu'a eu Boston justement dans ses playoffs, c'est que l'attaque était parfois un peu prévisible, d'où cette absence, de par cette absence de playmaker. Donc voilà, c'est un joueur qui peut t'emmener au titre, mais pour moi, il n'a pas le X factor, il n'a pas le hit factor que peuvent avoir d'autres joueurs dans la ligue. Bah, Vas-y. moi, il y a quelque chose qui m'est venu pendant la réflexion, c'était une comparaison d'un autre joueur qui a emmené une équipe au titre, mais qui n'était pas MVP, qui était Kawhi Leonard, qui avait souvent fini deuxième, mais qui l'avait jamais eu. Moi, je me disais, tiens, c'est marrant, les deux me font penser un peu à cette idée du joueur pas MVP, mais quand même où tu sens qu'il a la force d'être au titre, et puis quand même, en réfléchissant, je me suis dit, ah, il est quand même sacrément moins fort qu'un Kawhi Leonard de l'époque, et c'est ça finalement, c'est que oui, il est très fort, etc., mais les Celtics ont une qualité d'effectif que personne n'a. C'est ce qui fait que cette équipe est contender finalement. Donc, tu ne trouveras pas mieux que Jason Tatum. C'est sûr, certain, et là, c'est impossible. Mais d'un autre côté, ça ne marche que parce que la configuration est ainsi. Et du coup, ça me fait aussi penser à son avenir, où moi, si je suis lui, jamais de la vie j'essaie de partir du bateau Celtics, parce que c'est le bateau qui me permet d'avoir le seul environnement où le titre semble jouable. Parce que en option 1, Jason Tatum, pouvoir jouer le titre, ça demande une force autour qui est quand même plutôt importante et qu'il n'y a pas ailleurs en fait dans la ligue. Clairement, il n'y a pas ailleurs. Ce que je retiens un peu de ce que vous venez de dire, c'est que on est plutôt d'accord, même si on n'est pas sûr à 100%, que Tatum, avec un très bon effectif autour de lui, peut aller au titre. On voit quand même que les Celtics ont un bien bel effectif. C'est pas parfait, mais de manière générale, il y a quand même vraiment des armes à peu près partout. À part peut-être le manque justement de playmaking derrière Tatum et Smart et Brogdon, c'est un peu léger, on va dire. Est-ce que la question finalement, c'est pas cette deuxième option? Vous voyez où je veux en venir. La fanbase des Celtics, justement, le réclame à corps et à cri. Moi, je trouve que c'est difficile d'avoir mieux que Jaylen Brown comme un deuxième ailier de ce niveau, avec ses limites. On les connaît tous, ses limites. La main gauche. Jaylen Brown, c'est pas aujourd'hui qu'on les découvre et il a ses limitations. Néanmoins, la question se pose aussi parce que
dès cet été, il est éligible à une extension de 295 millions de dollars. Donc, les Celtics sont jusqu'au 23 octobre pour le faire. Moi, je pense que la limite n'est pas là, et plutôt dans aller chercher comment dire, mieux l'utiliser, même Jaylen Brown, et ne pas le surresponsabiliser, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Jaylen Brown, c'est un joueur qui a ses limites. Il a ses limites, on les connaît. Les limites, c'est un joueur qui, pour son niveau, n'est pas capable de créer, n'a pas un dribble sûr suffisamment pour pouvoir faire des choses. Et le hit l'a ciblé, comme on l'avait dit pendant la preview, il vaut mieux laisser le ballon à Jaylen Brown et lui dire de se débrouiller avec et éviter de laisser les playmakers jouer. Et c'est exactement le plan qui a été exécuté par moment. Maintenant, encore une fois, Jaylen Brown, c'est la même question que Tatum. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux? C'est même pas une question de niveau de Jaylen Brown. Évidemment que dans la ligue, il y a des lieutenants meilleurs que Jaylen Brown que qui existent. Évidemment, je prends Jaylen Brown, je le remplace, je sais pas, allez, on va dire au pif, allez, je le remplace par Devin Booker. Oui, bah évidemment, c'est mieux. Ok. Mais une fois Pour un qu'on a dit lieutenant, ça, Booker. ah oui, là c'est pas du lieutenant, c'est du lieutenant qualité ultime. Mais du coup, on est d'accord pour dire que ça c'est une évidence et les limitations du joueur sont une évidence. Il n'y a pas besoin de débattre là-dessus, on les a vues, elles sont criantes. Mais pour moi, encore une fois, c'est une affaire de le joueur, il est sous contrat chez toi, tu l'as drafté chez toi. Est-ce que vraiment tu vas réussir à trouver autre chose qui fera plus l'affaire, sachant que, mine de rien, on peut voir que quand le souci de playmaking est plus ou moins résolu, ça tourne quand même pas mal cette affaire. Donc moi, c'est un joueur sur lequel je vais pas il faut pas lui demander de faire ce qu'il ne sait pas faire parce que ce n'est pas quelque chose qu'il va développer maintenant, mais il faut que tu t'arranges pour qu'autour ça rentre. Parce que tu ne trouveras pas autre chose de qualité supérieure, encore une fois, par rapport à lui. C'est un joueur qui est, pour son niveau, relativement jeune, qui est chez toi. Enfin, vraiment, moi, je ne comprends pas le débat de dire il faut absolument le remplacer parce que le remplacer, je pense que c'est une connerie. C'est quelque chose qui va t'emmener droit dans le mur parce que tu n'as pas moyen de faire mieux et il vaut mieux faire avec ses faiblesses et réorganiser un peu autour pour que ça se passe mieux vis-à-vis de ça qu'autre chose parce que quand on exploite bien ses qualités, moi je trouve que c'est un excellent lieutenant. Constant? La fanbase, le rapport qu'a la fanbase de Boston avec Jaylen Brown me laisse souvent perplexe, puisque si on lit certaines personnes, qui sont des personnes réputées pourtant sur Twitter, j'ai l'impression que c'est le pire joueur ever, qui sait pas défendre, qui sait pas dribbler, qui sait pas faire une once de playmaking. Enfin vraiment, les fans de Boston parfois ne méritent pas Jaylen Brown. Alors après, il n'est pas exempt de tout reproche, je l'accorde volontiers. Maliane parlait du fait de ne pas lui demander de faire certaines choses. Je pense que c'est des choses qu'il peut rater, c'est des choses qu'il entreprend lui-même de faire. Et là, pour le coup, c'est un peu plus problématique. Malgré tout, le cas de Jaylen Brown, déjà, bon, pour l'extension qui va être une vraie problématique, sur les 12 joueurs qui ont été éligibles au Supermax dans l'histoire NBA, il y en a 11 qui l'ont signé. Le seul qui ne l'a pas signé, c'est monsieur Kawhi Leonard du côté de San Antonio. 295 ou 298 millions de dollars sur 5 ans, ça fait cher. Même si on est à 35% du cap, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir 35% du cap sur Jaylen Brown, sachant que tu as plutôt bien géré ton aspect salarial avec la prolongation de Robert Williams, la prolongation d'Eric White, la prolongation de Marcus Smart. Financièrement, tu as des contrats qui sont pas très élevés, hormis Tatum et Brown, il n'y a personne qui prend plus de 23 millions du côté de Boston, donc justement, tu as bien réussi à gérer tes finances ces dernières années, ce qui justement ne te pousse pas trop à être contender en disant non, on va pas pouvoir tenir, on va pas pouvoir suivre avec la taxe. La prolongation de Jaylen Brown et celle de Jason Tatum va amener ce raisonnement. Après, sur le joueur lui-même, oui, tu n'auras pas mieux. Déjà, faut quand même souligner la capacité de shot-making de Jaylen Brown, qui est immense. Enfin, il a progressé à un niveau de shot-making, je pense que personne ne l'aurait cru au moment où il est arrivé dans la draft. Au moment où il a été drafté en 2017. 2016 d'ailleurs, Jaylen Brown. Mais voilà, ses limitations en défense, voilà, défensivement, il fait plus grand-chose.
Ça, c'est un reproche qu'on peut lui faire. Mais du côté de Boston, tu n'auras pas mieux parce que, on prend un exemple, si tu remplaces Jaylen Brown par Pascal Siakam, je suis pas sûr que l'effectif de Boston soit réellement meilleur parce que Jaylen Brown colle bien aussi à la mentalité de Boston qui est beaucoup de jeux à 3 points, beaucoup de gros échantillons à 3 points, beaucoup de d'ailiers guards qui switchent en défense aussi. Il y a, sur les systèmes défensifs, tu préfères jouer avec beaucoup d'ailiers. On a parlé de la line-up Horford, Robert Williams, qui n'a pas tant été utilisé que ça finalement en playoff. Donc voilà, Jaylen Brown, beaucoup de défauts, beaucoup de questionnements sur son dribble, sur son absence de playmaking, etc. Mais qui sert quand même pas mal de bouc émissaire aux mauvaises performances du côté de Boston. Dès qu'il y a un joueur sur lequel il faut taper, tu peux être sûr que ça va être sur Jaylen Brown. Parfois à tort, parfois à raison. Mais en l'état, je pense que le switch doit se faire du côté de Jaylen Brown. En fait, je connais pas le joueur personnellement, mais il faut qu'il comprenne que Boston, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et que jouer à côté de Jason Tatum, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Moi, c'est pas un joueur, s'il venait à être transféré et s'il venait à avoir des velléités d'être vraiment la première option dans une équipe, déjà, il n'y a pas 150 équipes qui va pouvoir lui proposer cette éventualité. Et secondement, si ça arrive, tu seras pas une équipe contender. Donc, je pense que Jaylen Brown, c'est difficile à accepter et Tatum a un rôle beaucoup plus simple parce que voilà, c'est lui la première option point. Et c'est difficile quand tu as un joueur All-NBA de te dire oui, je suis un lieutenant, mais Jaylen Brown doit comprendre que Jayson Tatum est la meilleure chose qui puisse lui arriver, que le 4 de Boston est la meilleure chose qui puisse lui arriver et qu'il faut qu'il accepte d'être ce rôle de deuxième option plus ou peut-être de 1B. Mais en 1A, ça ne marchera pas. Vous avez tout bien dit. Moi, j'aimerais rajouter juste un truc pour la fanbase de Boston, justement, qui est très dur avec Jaylen Brown. Généralement, quand on est très dur avec un joueur, si on imagine qu'on veut l'envoyer ailleurs, les fanbases des autres équipes n'en veulent pas de ce joueur. Franchement, je pense que Jaylen Brown, il y a une grande majorité des franchises qui seraient très contentes de le récupérer. Effectivement, pas en première option, mais il y a beaucoup d'équipes en NBA qui aimeraient bien avoir Jaylen Brown au niveau de leurs ailes. On a déjà beaucoup parlé. On va essayer de parler justement du reste du roster. Al Horford ne va pas en rajeunissant. Robert Williams, on sait qu'il est souvent injury prone. Il joue pas beaucoup de minutes quand il joue justement. Quid de Grant Williams, donc free agent, que les Celtics pourraient restreindre justement jusqu'au 29 juin. Ils peuvent lui proposer une qualifying offer. On a un backcourt qui fonctionne quand même bien. On parle de manque de playmaking, mais néanmoins Smart, White, Brogdon, c'est quand même une grosse satisfaction cette saison du côté de Boston. Est-ce qu'on continue aussi avec Gallinari qui a pris sa player option? Quels ajustements les Celtics doivent faire de manière générale finalement, les gars? C'est ça le problème. C'est que pour moi, il n'y a pas d'ajustement à faire. Mais en fait, le truc de Boston, c'est que ça fait combien 2 ans, 3 ans qu'on dit qu'ils ont l'un des meilleurs effectifs de NBA, qu'ils ont l'une des meilleures équipes de NBA et qu'ils vont pas au bout. Il y a un moment où même dans la bulle, déjà, ils étaient très solides et finalement, ils se font sortir par le hit. Enfin, je trouve que du côté de Boston, il manque toujours un truc, alors que sur le papier, ils ont tout. Ils ont le meilleur effectif, franchement, de NBA. Ils ont un joueur qui est dans le top 10 du DH20, ils ont un super lieutenant, mais à chaque fois, il manque un petit truc. Alors après, si on parle du backcourt, typiquement, tu as un joueur comme Michael Brogdon qui a été 6e homme de l'année, tu as un joueur comme Derrick White qui a été All-Defensive Second Team l'an passé. Et en fait, quand tu arrives en playoff, tu as des joueurs qui sont moins présents. Malcolm Brogdon, typiquement, lui, a pas été si mauvais sur ses playoffs, mais sa blessure plombe complètement les Celtics sur le Game 7. Oui, il y a la blessure de Jayson Tatum, mais le Heat fait son run à partir du moment où Malcolm Brogdon est sur le parquet, parce qu'il pouvait clairement pas jouer sur ce Game 7. Marcus Smart restera Marcus Smart, donc avec ses flashs de génie et parfois ces moments où tu te demandes ce qui se passe du côté de Marcus Smart. Derrick White est un bon joueur, un très bon joueur même, qui fait beaucoup de bonnes choses, mais qui ne va pas porter les Celtics ou qui ne va pas les aider à franchir un palier. Pour moi, c'est vraiment une question de... Il n'y a pas d'ajustement à faire. Gallinari, moi, j'aimais bien l'ajout, mais pour moi, c'est un ajout qui va reposer tes joueurs en saison régulière parce qu'il va t'apporter du scoring. Mais en playoff, tu peux pas le mettre défensivement comme Sam Hauser dans un autre registre. Il y a trop de limitations défensives pour que Gallinari ait un réel apport en playoff. Par contre, c'est un bon joueur de saison régulière.
mais pour moi, il n'y a pas d'ajustement à faire, en fait. C'est l'effectif en tant que tel est un effectif de calibre NBA. Il faut juste qu'en playoff, ça fonctionne. Ce qui, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Alors, contre Miami, il y a une réussite extérieure absolument folle du hit. Contre les Warriors, c'est d'autres problèmes tactiques, notamment le drop sur Stephen Curry qui les ont pénalisés. Mais quand tu vois l'effectif des Celtics, pour moi, il n'y a rien à changer. Alors, il y a le cas Grant Williams qui va être une problématique. Pour moi, il est plus partant que restant quand on voit son utilisation et quand on voit les autres problématiques qu'une extension à 13 ou 14 millions de dollars pourrait causer du côté des salaires de Boston. Mais si tu perds Grant Williams, c'est quand même une grosse perte, notamment en termes de shooting et de polyvalence défensive. Mais le roster reste un roster de champion NBA et tu n'as pas de grand chamboulement à faire. Il faut juste qu'il y ait une année où tu aies le coup de chance du champion et que tu aies la réussite qui te permette d'aller au bout. Madiane, qu'est-ce qu'il faut faire? On est effectivement sur une flexibilité très limitée. Du coup, pour préciser, donc là, le contrat de Al Horford passe dans des horizons plutôt raisonnables, hein, parce que là, il passe à 10 millions la saison, il était à 26,5 et c'était pas un joueur qui valait 26,5 cette année clairement, donc très bien géré de ce niveau-là. Ils ont Robert Williams au long terme. Il avait signé pour 4 ans 49 millions. Donc ça aussi c'est pas mal. Maintenant Grant Williams, moi j'ai un vrai doute dessus. Pourquoi? Non pas la volonté des Celtics de le re-signer, mais il a déjà refusé 50 sur 4 ans. Il les a refusés avant la deadline pour renouveler son contrat et du coup il part en restricted. Et moi, je sais pas, en fait, du coup, vu qu'il a refusé une somme d'argent qui, moi, me semblait plutôt juste, 50 sur 4 pour son niveau, je trouvais que, voilà, on se foutait pas de sa gueule avec ce contrat et que c'était vraiment quelque chose qui était intéressant pour les deux parties. Ça permettait aux Celtics de le re-signer et lui avec quand même une belle somme. Moi, j'ai peur d'une équipe, là, sur cette free agency qui arrive avec une offre bien plus supérieure à ça, sur Grant Williams, ce qui reflèterait pas son niveau actuel, mais reflèterait peut-être un aspect potentiel, on mise sur lui. Et là, dans ce cas-là, les Celtics pourront pas vraiment s'aligner parce qu'ils ont déjà énormément d'argent sur la table sur l'ensemble des salaires. Et j'ai pas l'impression qu'ils peuvent aller beaucoup plus qu'à ces 50. Moi, j'ai regardé sur les dernières rumeurs, on présume qu'on pourrait lui offrir quelque chose comme 56 sur 4 côté Celtics, mais ils iront pas au-delà. Donc moi, j'ai une vraie crainte là-dessus, c'est que si ça se trouve, quand Williams viendra chercher l'argent, et dans ce cas-là, ce sera pas possible. Et après, derrière, niveau décision, Gallinari a pris sa team option, du coup, il sera là. Moi, je suis pas certain de l'apport qu'il pourrait avoir dans l'effectif, mais pourquoi pas. Après, retour de blessure, il a pas joué toute la saison dernière. Moi, ça m'inquiète un peu. Ça peut être un asset plutôt d'échange dans ce cas-là, parce que un contrat quand même avec un salaire pas neutre, il est aux alentours des 7 millions, ça peut être une option d'une valeur d'échange intéressante, surtout sur un contrat qui se termine. Et après, sur Muscala, ils prendront certainement pas la team option, ça me semble plutôt clair. Retour Et à sur... OKC. je ne sais Je pas, souhaite. Vincent, si t'en as envie. Ah ouais, bah moi j'adore. Et après... Et après sur Peyton Pritchard, je pense que ça vaut le coup quand même, l'option est pas très chère de la garder. Mais tu vois que t'es limité, parce que là, à partir de là, moi je ne vois pas quel autre mouvement ils peuvent faire. Évidemment, il y a des Blake Griffin, il y a des gens qui partiront de l'effectif, mais des gens anecdotiques qui verront certainement pas le terrain en playoff. Mais en fait, une fois que j'ai dit tout ça, l'effectif, il est lock, hein. Si tu re-signes Grant Williams, il ne se passera plus rien. Alors justement, tu as parlé de Grant Williams. Je pense que Williams s'attend à avoir plus que ce que les Celtics lui ont proposé. Il y a un fantasme autour actuellement de Grant Williams. C'est un très bon joueur. Ça reste un joueur de rotation tout de même. Il faut pas non plus le surpayer. Je pense que les Celtics ont conscience de ça. Néanmoins, quand on regarde d'un peu plus près, c'est quand même Grant Williams, il a tiré à 44,5% sur les corners à 3 dans les 2 dernières saisons. Les 2 dernières, et il se classe parmi le top 10 sur les joueurs qui en ont tenté au moins 200. Donc c'est pas un petit échantillon. Quand on voit sa défense et son niveau de combativité, c'est normal
que Grant Williams espère gagner de l'argent cet été, j'ai envie de dire. Ouais, mais est-ce que tu le payes plus que... tu vas le payer plus que Robert Williams? C'est le problème. C'est les questions. Tu vas le payer cher, hein, évidemment, il y a peut-être une valeur potentielle dedans, hein, je dis pas. Mais moi, dans la situation des Celtics, mon problème avec le potentiel, c'est que le potentiel me fait pas gagner de titre. Le potentiel, il est pas là pour les Celtics. C'est pas cette valeur-là qui intéresse les Celtics, c'est la valeur terrain actuelle. Par contre, en dehors des Celtics, il y a des équipes qui vont peut-être proposer des choses, on va dire aux alentours des 60, 65. Et là, c'est le danger parce que là, au-delà de 60-65, bah, mine de rien, pour une équipe qui a déjà autant de joueurs sur contrat, parce que là, en enlevant ce qu'ils doivent à Mike Muscala et parce que j'imagine qu'ils la prendront pas, ils sont déjà à 160 millions de contrats. Il faut rajouter Grant Williams. Très vite, oui, ils peuvent arriver aux 175 qu'ils ont cette année avec des contrats à 14-15 millions, mais ça me paraît difficile d'aller bien au-delà et c'est le vrai problème, c'est que là, c'est des effectifs de qualité, mais des effectifs qui coûtent extrêmement cher et qui laissent aucune marge de manœuvre. Ouais, mais c'est le prix à payer Oui, pour être je pense. contender. Ouais. C'est le prix à C'est payer ça. pour être contender. C'est qu'il y a un moment où C'est ça. À tu partir ne du peux. moment en fait où tu vas pas dans la seconde apron, dont on verra qu'il faut vraiment pas y aller dans cette seconde apron, payer la taxe actuellement du côté de Boston, je pense que c'est nécessaire pour être contender. Et si tu ne peux pas faire d'ajustement, il faut garder Grant Williams, je pense. Bah, c'est surtout que il y a un moment où tu peux pas te dire j'économise de l'argent tout en voulant être champion NBA, ça n'existe pas. Si tu perds Grant Williams, tu perds quand même un joueur qui a été moins important cette année, qui a été très important dans le round de playoff qui a été effectué il y a de ça 2 ans, qui défensivement, offensivement t'apporte quand même un certain nombre de choses. Tu le remplaceras pas par mieux avec une tax player, mid-level exception ou des minimum vétérans. À partir du moment où tu perds Grant Williams, t'affaiblis. Donc, tu seras potentiellement moins fort, tu seras potentiellement moins d'opportunités de polyvalence au niveau de tes line-up pour playoff. Donc, pour moi, il faut garder Grant Williams. Alors après, si tu as une équipe comme Houston qui lui met 80 millions sur 4 ans, bon, là, ça va pas être possible. Mais encore une fois, il y a peu d'équipes qui disposent vraiment de cap. Et je suis pas sûr que parmi ces équipes, elles soient toutes intéressées à l'idée de signer Grant Williams à un tarot qui est aux alentours de 17, 18, 20 millions la saison sur plusieurs saisons. Après, je peux me tromper. Mais au niveau des assets, le seul point qui est intéressant pour Boston, c'est qu'ils ont tous leurs first, hormis le 2028, je Sauf crois. cette année. Et sauf cette année. Et le 2028, je crois qu'il part du côté de San Antonio. Ils ont plus qu'un second tour. C'est là où tu vois que le marché des seconds tours, à partir du moment où tu as 3-4 équipes qui contrôlent tous les firsts de la ligue, bah, tu te débrouilles avec des seconds tours. Mais potentiellement, s'ils veulent faire vraiment un gros échange, ils ont des first rounds pour pouvoir les effectuer, ce qui n'est pas le cas d'autres équipes contenders. Mais non, pour moi, tu prolonges Grant Williams, t'essayes 60 millions sur 4, je suis OK si t'es Boston. Voilà, tu as quand même fait des belles économies avec le contrat d'Alorford. Tu peux te permettre d'avoir un contrat un peu plus élevé. La problématique que ça soulève, c'est qu'à partir du moment où tu auras l'extension de Jaylen Brown et de Jason Tatum, bah, tu vas arriver sur des salaires qui vont être très élevés. Et là, pour le coup, tu vas être très vite installé dans la luxury tax, dans la seconde apron, et tu vas payer très cher. Et là, pour le coup, le contrat de Grant Williams peut te revenir dans la figure. Mais en l'état, tu n'auras pas meilleur que lui. Et si tu veux te dire, si ton objectif c'est vraiment d'être champion NBA, il faut que tu prolonges Grant Williams. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces Celtics? Non? Un petit truc quand même que les Celtics. Vas-y. En 2010, faut pas oublier que les Celtics, en mai 2017, ils sont en finale de conférence. Ils ont le first pick de la draft et ils ont un max slot. 6 ans plus tard, c'est une équipe qui a fait une finale NBA. Donc, avis à toutes les équipes qui se disent oui, notre futur est brillant, entre le théorique et la réalité, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et je pense que les Celtics, si en 2017 on avait dit 6 ans après vous allez faire une finale NBA, personne n'y croyait. Dans le sens, personne n'y croyait. Ils pensaient qu'ils allaient en faire plus. Donc, faut quand même pas oublier que
la théorie c'est bien joli, mais la réalité du terrain avec tous les paramètres que tu ne peux pas prévoir, c'est quand même tout autre chose. Je suis d'accord. Tout va très vite en plus en NBA. Madiane, rien à ajouter? Non, rien à ajouter à part que ce n'est pas encore le moment de céder à la panique, Oui. malgré tout. Donc on voit bien que la fanbase des Celtics est très mécontente et moi, à titre personnel, en tant qu'observateur extérieur, je le suis aussi quelque part parce que c'est des équipes sur lesquelles tu dis bah mince, si ça clique, elle peut être incroyable cette équipe. Mais la situation n'est pas catastrophique, elle est pas reluisante, mais tu as les moyens d'être contender encore l'an prochain. Ok. Bah, très bien. Du coup, là, je pense qu'on a vraiment bien balisé, bien fait le tour de ces Celtics. Il est temps pour nous de conclure. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Quant à nous, Madiane, Constant, on conclut en quelque sorte la saison NBA par ce post-mortem qui a mis du temps à arriver, mais maintenant, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Constant, c'est place à la draft, place aux rumeurs de trade qui ont déjà commencé avec 1 milliard de joueurs pseudo sur le marché. Bradley Beal aux Suns avec des Suns qui vont jouer à 3 contre 5 comme le merveilleux tweet de Constant. Et des signatures bientôt. On va voir ça. Donc une période que certains n'affectionnent pas. Moi, je suis client. Je sais que Constant aussi. Madiane, je sais pas. Si t'aimes bien cette période, ouais, on est d'accord. Moi, on est d'accord ici. Donc on va se retrouver pour parler un peu de tout ça bientôt. À très bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.